Bonjour à tous, et bienvenue à nouveau sur Amour and Vengeance. Nous avons une toute nouvelle histoire à partager avec vous. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner. Commençons. Ma femme m'a quitté quelques semaines après notre mariage pour soutenir son ex malade. Maintenant, elle est revenue enceinte. Mais ce que j'ai dit a bouleversé son monde. Je m'appelle Julien, j'ai 30 ans, et Émilie a 28 ans. Je pensais qu'on avait une relation en béton après 5 ans ensemble avant notre mariage. On s'est rencontrés lors d'un barbecue chez mon pote Philippe en 2018. Pour être honnête, je n'avais même pas envie d'y aller. J'avais eu une semaine pourrie au boulot et je voulais juste me poser chez moi. Mais Philippe n'arrêtait pas de me tanner, disant que je devais sortir davantage. Il essayait de me caser avec des filles au hasard depuis que ma dernière relation s'était mal terminée. Dès que j'ai vu Émilie, quelque chose a fait tilt. Elle a aidé la copine de Philippe à préparer la table pour le repas, en riant à une blague. Elle portait une robe d'été bleue toute simple et avait l'air tellement naturelle. Pas comme les filles parfaites d'Instagram que Philippe essayait habituellement de me présenter. On a commencé à discuter du fait qu'on détestait tous les deux le poulet grillé. Ouais, un sujet bizarre pour entamer une conversation lors d'un barbecue, MDR. Et on a fini par parler pendant 3 heures, non-stop. C'était une de ces conversations qui coulent toutes seules. Vous savez, après ça, on était pratiquement inséparables. On a officiellement commencé à sortir ensemble 2 semaines plus tard. Émilie était tout ce que je cherchais chez une partenaire. Intelligente. Elle est infirmière pédiatrique. Drôle, avec un sens de l'humour adorablement bizarre. Belle mais d'une beauté naturelle, pas exigeante. Et on s'entendait sur tous les plans. On partageait les mêmes valeurs. On voulait les mêmes choses dans la vie. Et on avait même les mêmes goûts débiles pour les émissions de télé-réalité. 80 jours pour se marier était notre petit plaisir coupable. MDR. On n'avait jamais les gros drames relationnels qu'on voit tout le temps sur Internet. Pas de problème de confiance. Pas de disputes sur des trucs idiots. Rien de tout ça. Bien sûr. On avait des désaccords. Mais on les réglait toujours comme des adultes. Mes potes me charriaient en disant que j'étais sous son charme. Mais franchement, j'étais juste heureux. Émilie me donnait envie d'être une meilleure personne. Aussi cliché que ça puisse paraître, on avance jusqu'à l'année dernière. Je l'ai demandé en mariage pendant une randonnée. Elle adore les activités en plein air. J'ai failli tout gâcher parce que j'étais tellement nerveux que j'ai presque fait tomber la bague dans le ravin. MDR. Mais elle a dit oui, en pleurant et en riant à la fois. On a tout de suite commencé à planifier le mariage. Émilie avait toujours rêvé de se marier dans un vignoble historique à environ 1 heure de la ville. C'était cher. Mais voir à quel point ça la rendait heureuse valait chaque centime. Le mariage, mec, c'était parfait. Et je ne dis pas ça juste parce que j'ai dépensé une petite fortune. Sérieusement, pourquoi les mariages coûtent-ils si cher ? Le vignoble était magnifique, décoré avec des guirlandes lumineuses et des fleurs. Émilie était absolument sublime dans sa robe. Je me souviens de l'avoir regardée cette nuit-là, en train de rire avec ses demoiselles d'honneur. Et de m'être dit à quel point j'avais de la chance. Cette femme incroyable a vraiment choisi de passer sa vie avec moi. Ça semblait irréel. On avait plein de projets, voyager davantage. Peut-être acheter une maison en banlieue l'année prochaine et commencer à essayer d'avoir des enfants dans quelques années. Émilie avait même déjà choisi des prénoms. Elle voulait appeler notre futur fils comme son grand-père. Ce qui me convenait. Si quelqu'un m'avait dit à ce moment-là ce qui allait se passer, je lui aurais ri au nez. Comment les choses pourraient-elles mal tourner ? On était solides, ou du moins, je le pensais. Alors, 2 semaines après notre retour de lune de miel en Grèce, c'était génial. D'ailleurs, si vous avez l'occasion de visiter Santorin, foncez, tout est parti en vrille. C'était un vendredi soir. J'étais à la maison en train de griller des entrecôtes maturées que j'avais achetées chez un boucher chic en ville. Elles coûtaient genre 100 € pièce. Pas donné. Émilie adore un bon dîner avec du steak. Et je voulais lui faire une surprise parce qu'elle enchaînait des gardes interminables à l'hôpital ces derniers temps. Émilie devait rentrer à 18h. Mais elle m'a envoyé un texto disant qu'elle retrouvait sa meilleure amie Amélie pour un café rapide après le boulot. Amélie. Disons simplement qu'elle n'a jamais été ma personne préférée. C'est le genre de fille qui crée du drame en permanence tout en jouant l'innocente. Mais c'était la meilleure amie d'Émilie depuis la fac. Alors j'essayais de rester cool. À 20h30, les steaks étaient froids. Et Émilie n'était toujours pas là. J'étais un peu agacé et affamé. Mais je me suis dit qu'elles avaient dû se perdre dans leur discussion. Émilie est enfin rentrée vers 21h. Et dès qu'elle a franchi la porte, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Elle avait un air bizarre. Comme quand elle doit annoncer une mauvaise nouvelle aux parents à l'hôpital. Elle n'a même pas remarqué la table que j'avais dressée pour le dîner. Elle a juste dit « Il faut qu'on parle », d'une voix sérieuse que je ne lui avais jamais entendue. Je ne vais pas mentir. Ma première pensée a été qu'elle était enceinte. On avait parlé d'attendre quelques années. Mais les accidents arrivent. Non. Franchement, j'aurais préféré que ce soit ça.
Ce qu'elle m'a dit ensuite m'a fait regretter que ce ne soit pas juste une grossesse imprévue. Elle s'est assise à l'îlot de cuisine et a commencé à me parler de son ex-petit ami, Marc. Je savais des choses sur Marc. Ils étaient sortis ensemble pendant 3 ans à la fac. Ça semblait sérieux. Émilie n'en parlait pas beaucoup, mais je savais qu'ils avaient rompu parce qu'il avait pris un boulot à l'autre bout du pays et qu'aucun des deux ne voulait d'une relation à distance. Il s'avère qu'Amélie, son amie, avait croisé le frère de Marc à la salle de sport plus tôt dans la semaine. Marc avait un glioblastome de stade 4, un cancer du cerveau super agressif. Les médecins lui donnaient 6 mois maximum. Émilie l'avait appris par Amélie et, apparemment, elle échangeait des messages avec Marc depuis. Elle m'a montré leurs textos et d'ailleurs, qui continue d'envoyer des messages à son ex quand son mari est à la maison en train de préparer le dîner. Il y en avait des dizaines, où il parlait de son diagnostic, des options de traitement et des souvenirs de leur passé ensemble. Pendant que je dépensais 120 € pour des steaks de luxe, ma femme avait des conversations profondes avec son ex mourant. Les textos n'étaient même pas inappropriés ou quoi que ce soit. J'aurais presque préféré qu'ils le soient. Ça aurait rendu la suite plus facile à encaisser. Ils étaient donc juste émotionnels, plein de « je n'ai jamais oublié » et « tu as été une part importante de ma vie ». Le genre de conversation qu'on ne devrait probablement pas avoir avec un ex quand on est marié. Puis Émilie m'a dit que le dernier souhait de Marc était de passer ses derniers mois avec elle. Apparemment, faire face à la mort lui avait fait réaliser qu'elle était celle qui lui avait échappé. Ou une connerie digne d'un téléfilm. Et Émilie, ça fait encore mal de l'écrire, m'a dit qu'elle sentait qu'elle devait le faire, comme si c'était une sorte de test de l'univers ou quelque chose comme ça. Le pire. Amélie avait encouragé tout ça. Elle avait dit à Émilie que c'était le destin qu'elle avait appris pour le cancer de Marc, qu'Émilie le regretterait toute sa vie si elle n'allait pas à lui dans ce moment de besoin, que parfois la vie nous donne une seconde chance pour une raison. Ouais, super conseil. Amélie. Génial pour une jeune mariée. Je suis resté là, sous le choc, à regarder notre dîner chic devenir froid pendant que ma femme, mariée depuis 3 mois, m'expliquait qu'elle devait aller rejoindre son ex mourant, la même femme qui planifiait notre avenir ensemble il y a quelques semaines, qui avait encore une valise à moitié déballée de notre lune de miel dans notre chambre. Ce qui m'a vraiment marqué, c'est la façon dont Émilie en parlait, comme si c'était un sacrifice noble qu'elle devait faire. Marc n'a personne d'autre, répétait-elle. Sa famille est toute sur la côte est. Pratique. Non, il est tout seul, face à la mort. Pendant ce temps, moi. Je me disais, et moi alors, et ton mari, à qui tu viens de promettre de passer ta vie? Je lui ai demandé directement si elle avait encore des sentiments pour Marc. Elle s'est mise à pleurer. Émilie est du genre à pleurer quand elle est stressée. D'habitude, je trouve ça touchant. Mais à ce moment-là, ça m'a juste énervé encore plus. Elle a dit que ce n'était pas ça, que c'était plus grand que notre relation. Qu'Amélie l'avait aidée à voir que c'était quelque chose qu'elle devait faire pour pouvoir vivre avec elle-même. Oh ouais. Parlons d'Amélie 1 minute. Cette fille a été une épine dans mon pied depuis le premier jour. C'est le genre d'ami célibataire chronique qui doit toujours se mêler des relations des autres. Le type qui poste des citations inspirantes sur Instagram sur le fait de suivre son cœur, mais qui ne peut pas garder une relation plus de 3 mois. D'après Émilie, c'est Amélie qui l'a vraiment poussé dans cette histoire. Après avoir croisé le frère de Marc, Amélie a organisé une rencontre. Par hasard. Avec Marc dans leur café habituel, elle nourrissait Émilie de tout ce charabia spirituel sur comment l'univers ramène les gens dans nos vies pour une raison. Que parfois les premiers amours sont destinés à être les derniers. Et autres bêtises. J'ai essayé de rester rationnelle. Je lui ai demandé si elle avait vu les dossiers médicaux de Marc elle-même, si elle avait parlé à ses médecins, si elle avait même vérifié le diagnostic avec sa famille. Elle s'est mise sur la défensive, disant qu'elle n'arrivait pas à croire que je remette en question quelque chose d'aussi sérieux, que le Marc qu'elle connaissait ne mentirait jamais sur un sujet aussi grave. Le Marc qu'elle connaissait, ces mots résonnaient dans ma tête. Vous voulez savoir ce qui est le plus tordu? Elle s'attendait vraiment à ce que je sois compréhensif. Comme si je devais être d'accord avec le fait que ma femme me quitte pour aller jouer les infirmières pour son ex-petite amie. Elle a même suggéré qu'on pourrait faire une pause pendant qu'elle aidait Marc dans son dernier voyage. Ces mots exacts, je vous jure. J'ai pété un câble à ce moment-là. Je lui dis que le mariage n'a pas de bouton pause, qu'elle ne pouvait pas mettre notre vie en attente pendant qu'elle allait accomplir le fantasme d'un mourant. Je lui ai demandé ce qu'elle ressentirait si je la quittais pour une ex qui était en train de mourir. Elle a dit que c'était différent, mais n'a pas pu expliquer pourquoi. La conversation a tourné en rond pendant des heures. Émilie parlait de karma et de faire ce qui est juste. Moi, j'essayais de lui faire voir à quel point toute cette situation était insensée. À un moment, elle a même dit « Si tu m'aimes vraiment, tu comprendras pourquoi je dois faire ça. » Manipulation classique. Pas vrai.
Finalement, vers 2 heures du matin, j'en avais assez. Je lui ai dit qu'elle devait faire un choix, là, tout de suite. Si elle franchissait cette porte pour rejoindre Marc, c'était fini. Pas de pause, pas de séparation temporaire, pas de retour quand elle aurait fini de jouer les Florence Nightingale. Fini. Elle m'a regardé comme si c'était moi qui étais déraisonnable. A commencé à parler de comment la vie n'est pas noire ou blanche et que parfois on doit faire des choix difficiles. Je l'ai coupé et j'ai dit « En fait, ce choix c'est assez noir et blanc. Soit tu es ma femme, soit tu ne l'es pas. » La façon dont elle m'a regardé à ce moment-là, mec, je ne l'oublierai jamais. Un mélange de déception et de résignation. Comme si c'était moi qui échouais à un test. Elle a dit qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir. A pris son sac et était partie chez Amélie. Le bruit de la porte qui se fermait derrière elle était comme un coup de feu. Je n'ai pas dormi de la nuit. Je suis resté dans la cuisine, à regarder ces steaks hors de prix, me demandant comment ma vie avait viré à ce drame ridicule. Je vérifiais mon téléphone, pensant qu'elle reviendrait peut-être à la raison, mais les choses se sont accélérées. Émilie est restée chez Amélie quelques jours, répondant à peine à mes textos, pendant que j'étais en enfer. Je ne pouvais ni manger ni dormir. Je repassais tout dans ma tête, essayant de comprendre où j'avais merdé. Mon pote Philippe, celui qui avait organisé le barbecue où on s'était rencontrés, est passé avec une pizza quand je lui ai raconté, il n'en revenait pas non plus. On avait passé tellement de temps ensemble. Des soirées à 4, des vacances en groupe. Émilie avait toujours semblé si normale, pas du tout le genre à faire un coup pareil. Puis, environ une semaine après son départ, j'ai reçu un long texto d'Émilie, disant qu'elle avait beaucoup réfléchi et décidé qu'elle devait suivre son cœur. Burke. Elle emménageait avec Marc pour l'aider dans ses derniers mois. Elle a même écrit qu'elle espérait que je pourrais trouver dans mon cœur la force de comprendre, et peut-être qu'on pourrait reparler de notre relation après le décès de Marc, comme si j'allais attendre d'être son plan B. Le lendemain, j'ai reçu un email de son avocate, même pas un coup de fil. Elle voulait divorcer et espérait qu'on puisse régler ça à l'amiable. Je n'oublierai jamais m'être assis à mon bureau au boulot, à fixer cet email, avec l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre. J'ai dû dire à mon patron que j'étais malade et je suis rentré chez moi. Certains de nos amis ont pris son parti, disant que j'étais sans cœur et pas assez compréhensif. Genre... Quoi ? Mon amie Rachel, que je pensais être mon amie avant tout, m'a dit que je devrais être fier d'Émilie pour son altruisme. Fier que ma femme me quitte pour son ex. Quelle logique tordue. Je me souviens d'un dîner avec des amis en couple. Ils ont essayé de me convaincre de voir les choses du point de vue d'Émilie, disant « Comment te sentirais-tu si tu savais que tu pouvais apporter du réconfort à quelqu'un dans ces derniers mois mais que tu choisis de ne pas le faire ?» Je leur ai demandé directement si l'un d'eux quitterait son conjoint pour un ex mourant. Ils se sont tus après ça. Le pire, c'était que tout le monde me traitait comme si j'étais le méchant pour ne pas accepter ça. Comme si j'étais le mauvais gars pour attendre de ma femme qu'elle respecte nos vœux de mariage. Même Lisa, la sœur d'Émilie, qui avait toujours été cool avec moi, a commencé à poster des statuts Facebook vagues sur le fait que le véritable amour signifie soutenir les choix difficiles des autres. Ou une connerie comme ça. Quand l'avocate d'Émilie a envoyé les papiers du divorce, j'ai pris mon propre avocat, un vrai requin recommandé par mon frère. Je n'allais pas me faire avoir 2 fois. Émilie s'attendait apparemment à ce que je quitte notre maison, pour laquelle j'avais payé 70% de l'apport. D'ailleurs, je lui ai dit qu'elle pouvait me racheter ma part si elle voulait, mais que je ne bougeais pas. Elle semblait choquée que je ne me plie pas à ses désirs. Je pense qu'elle s'attendait à ce que je sois compréhensif jusqu'au bout. Le jour où elle est venue chercher ses affaires était brutal. Amélie est venue avec elle, bien sûr, et n'arrêtait pas de me lancer des regards noirs, comme si j'étais le méchant de l'histoire. Elles ont passé 3 heures à emballer les affaires d'Émilie. À chaque fois qu'elle passait devant moi avec une autre boîte, Amélie faisait ses petits bruits de mépris. Je suis resté assis sur le canapé, à boire une bière et à regarder du foot. Refusant d'aider, Émilie a essayé de prendre notre chien, Max, un croisé labrador qu'on avait adopté il y a 2 ans. C'est là que j'ai vraiment perdu mon sang-froid. Je lui ai dit qu'il n'était pas question qu'elle prenne mon chien pour aller vivre avec son mec mourant. Elle s'est mise à pleurer, disant qu'elle avait besoin de soutien émotionnel pendant cette période difficile. J'ai juste ri et lui ai rappelé que Max était enregistré à mon nom et que j'avais payé toutes ses factures de veto. Elle est partie sans lui. Le divorce en lui-même a été assez rapide, vu qu'on n'était pas mariés depuis longtemps. Émilie ne m'a pas disputé quoi que ce soit financièrement. Je pense qu'elle se sentait trop coupable. Elle a même cédé sa part de la maison sans discuter. Son avocate semblait surprise, mais Émilie voulait juste en finir vite pour aller jouer les infirmières pour Marc. Alors, après le départ d'Émilie, la maison semblait immense, trop vide. J'ai jeté toutes ses affaires à la poubelle. Ma mère voulait que je recommence à sortir avec des filles tout de suite. Elle essayait de me caser avec les filles de ses amis de l'église. Merci mais non merci. Maman,
Mes potes ont essayé de m'entraîner dans des bars, disant que je devais me remettre en selle. Mais franchement, je n'étais pas prêt. L'idée d'expliquer ma situation à une inconnue dans un bar, ouais, ma femme m'a quitté pour son ex mourant 2 mois après notre mariage. Ça semblait épuisant. À la place, je me suis jeté dans le boulot, prenant toutes les heures supplémentaires possibles. Mon patron a été plutôt cool avec tout ça, me laissant prendre des projets supplémentaires pour occuper mon esprit. J'ai gagné pas mal d'argent aussi, ce qui était un plus. Mais rester seul dans cette maison, tous les soirs, me tuait. J'ai commencé à avoir du mal à dormir. Je me réveillais à 3 heures du matin et vérifiais mon téléphone, m'attendant à moitié à voir un message d'Émilie disant que c'était une grosse erreur. Max a été un sauveur pendant cette période. Sa présence m'obligeait à garder une sorte de routine. Je devais me lever pour le promener, rentrer à des heures décentes pour le nourrir. Il s'asseyait avec moi sur le canapé pendant que je regardais Netflix en boucle, se demandant probablement pourquoi je regardais autant Breaking Bad à 2 heures du matin. J'ai aussi commencé à faire des travaux dans la maison, juste pour m'occuper. Mais le plus dur, c'était de gérer les réseaux sociaux. Émilie ne postait pas beaucoup sur sa situation. Faut dire que c'est difficile de faire passer « j'ai quitté mon mari pour mon ex mourant » pour quelque chose de cool sur Instagram. Mais des amis communs partageaient des trucs, des photos d'elle à des dîners avec des amis, agissant comme si tout était normal. Les posts d'Amélie étaient les pires. Toutes ces citations cryptiques sur suivre son cœur et parfois la vie à d'autres plans. J'ai fini par les bloquer toutes les deux. J'ai aussi perdu des amis dans la séparation. Des couples avec qui on sortait ont commencé à prendre parti. Certains pensaient que j'étais un connard de ne pas soutenir le choix difficile d'Émilie. Je n'arrive toujours pas à y croire. D'autres se sentaient juste gênés et ont arrêté de m'inviter. Ça faisait presque aussi mal que le divorce lui-même. Mon frère a été le plus utile pendant cette période. Il venait avec ses enfants, me forçait à sortir de la maison. Quelques mois plus tard, j'allais plutôt bien. J'ai été promu au boulot. J'ai acheté un nouveau pick-up. J'avais toujours voulu un Toyota Tacoma. Et j'étais dans la meilleure forme de ma vie grâce au jiu-jitsu brésilien. J'ai même recommencé à sortir un peu. Rien de sérieux, mais au moins je pouvais tenir une conversation de premier rendez-vous sans craquer en parlant de mon ex. MDR. Puis, un mardi après-midi au hasard, mon téléphone s'est mis à exploser. Genre des notifications en pagaille. Au début, j'ai cru à une urgence au boulot. Non, c'était le numéro d'Émilie. Je n'avais pas eu de ses nouvelles depuis plus de 3 mois à ce moment-là. Elle appelait, envoyait des textos, laissait des messages vocaux. J'ai ignoré au début, parce que qu'est-ce qu'elle pouvait bien vouloir après tout ce temps. Mais ensuite, j'ai reçu un texto de Lisa, la sœur d'Émilie. Lisa et moi sommes restés en bons termes après tout ça. Elle s'était même excusée quelques mois après le divorce, disant qu'elle n'en revenait pas de la façon dont Émilie avait géré les choses. Alors, quand elle m'a texté en disant que je devais vraiment écouter ce qu'Émilie avait à dire, j'ai pensé que quelque chose de sérieux devait se passer. J'ai déjà fini par répondre à un des appels d'Émilie pendant ma pause déjeuner. Elle était hystérique. Je comprenais à peine ce qu'elle disait à travers ses pleurs, au début. J'ai cru que Marc était enfin mort. Ouais, je suis un con. Tant pis. Mais non, c'est tellement mieux. Il s'avère que Marc n'a jamais eu de cancer. Jamais et aucun cancer. Ce mec a inventé une maladie terminale entière parce qu'il a vu nos photos de mariage sur Instagram et a décidé qu'il voulait récupérer Émilie. Laisser ça faire son chemin 1 minute. Il avait tout inventé. Les rapports médicaux. Son pote travaillait à l'hôpital et l'avait aidé à les falsifier. Le télétravail pendant son traitement. Juste une excuse pour éviter d'être vu en ville en parfaite santé. Toute cette histoire était une arnaque élaborée pour récupérer Émilie. Vous voulez savoir comment Émilie l'a découvert? La sœur de Marc l'a croisée chez Monoprix. Elles ont commencé à discuter, à rattraper le temps perdu. Émilie a mentionné quelque chose sur le traitement de Marc, et la sœur n'avait aucune idée de quoi elle parlait. Il s'avère que toute la famille pensait que Marc et Émilie s'étaient simplement remis ensemble normalement. Ils n'avaient jamais parlé à aucun d'eux de son faux cancer. Émilie a confronté Marc ce soir-là. Ce crétin a juste ri, disant « Ouais, j'ai tout inventé, mais ça a marché. » Non. Oh. Et le meilleur. Il sortait déjà avec sa collègue Jessica depuis 6 mois. Et prévoyait de déménager en Californie avec elle pour un nouveau boulot. Il a littéralement regardé Émilie dans les yeux et lui a dit « J'avais besoin de toi à ce moment-là, mais je suis dans un meilleur endroit maintenant. Les gens changent. Tu devrais passer à autre chose aussi. » MDR. J'étais assis dans mon pick-up, à écouter tout ça. Et vous savez quelle était la partie la plus folle? J'ai commencé à rire. Genre un rire du ventre. Celui où on n'arrive plus à respirer. Toute cette histoire était tellement absurde. Ce mec a réussi à détruire un mariage avec le mensonge le plus insensé que j'ai jamais entendu. Puis il est passé à autre chose comme si de rien n'était. Émilie n'arrêtait pas de dire à quel point elle était désolée, qu'elle n'arrivait pas à croire qu'elle était tombée dans le panneau,
qu'elle avait tout gâché pour rien. Elle pleurait en disant qu'elle avait détruit notre mariage pour un mensonge, qu'elle ne se le pardonnerait jamais, qu'elle avait été si stupide. Vous savez ce que j'ai dit. Ouais, c'est tout. Puis j'ai raccroché. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner pendant des heures après ça. Émilie m'a envoyé un texto interminable sur comment c'était un signe qu'on devait arranger les choses, que peut-être c'était la façon dont l'univers nous réunissait. Elle est toujours sur ses conneries spirituelles. On dirait... Je n'ai répondu à rien. Je suis allé à la salle. J'ai fait du jujitsu. Je suis rentré. Et j'ai ouvert une bière avec Max. Je me sentais bizarrement calme face à tout ça. Le lendemain, ça a vraiment explosé. Il s'avère qu'Émilie est devenue folle et a posté toute l'histoire sur Facebook, en identifiant Marc, sa nouvelle copine. Tout le monde. C'était comme regarder un accident de train en temps réel. La section des commentaires était dingue. La copine de Marc, Jessica, a tout découvert via le post, l'a largué immédiatement. Sa boîte a découvert qu'il avait menti sur son congé maladie, et la vieille fois. Sa famille était horrifiée. Ce mec a littéralement détruit toute sa vie juste pour se venger de son ex. Le karma était tellement parfait qu'on aurait dit un scénario. Mais après l'explosion nucléaire sur Facebook, Émilie est passée en mode désespoir total. Elle a commencé à se pointer à mon boulot avec du café. Elle se souvenait de ma commande. Cool. Je suppose. A envoyé des emails sur mon compte pro. Elle a même essayé de faire intervenir ma mère. Maman a vite mis fin à ça. Elle n'a jamais pardonné à Émilie pour ce qu'elle a fait. Après une semaine de ce cirque, j'ai fini par accepter de la rencontrer. Pas parce que je voulais me réconcilier ou quoi que ce soit, mais juste pour qu'elle arrête de harceler ma famille et moi. Je lui ai dit de me retrouver dans un café du centre-ville, choisi exprès parce que il serait bondé et qu'elle ne pourrait pas faire une scène. Dès qu'elle est entrée, j'ai su que ça allait être dur. Elle avait l'air épuisée, comme si elle n'avait pas dormi depuis des jours. Pourtant, un de mes vieux sweats qu'elle avait dû garder après son déménagement, c'est quoi ce délire? Elle s'est mise à pleurer dès qu'elle m'a vu. Vous voulez savoir la première chose qu'elle m'a dite? T'as l'air en forme. Tu fais de la muscu. Ma réponse. Ouais. Être abandonnée par sa femme. C'est une super motivation pour la salle. Elle n'a pas apprécié, mais tant pis. Puis elle a lancé un discours répété, disant à quel point elle était désolée, qu'elle ne se pardonnerait jamais, que me quitter était la plus grosse erreur de sa vie, qu'elle pensait à moi tous les jours, qu'elle gardait encore des photos de nous sur son téléphone. Blablabla. Pendant qu'elle parlait, je pensais juste à acheter de la nourriture pour Max en rentrant. Mais voilà ce qui m'a vraiment marqué. Elle a essayé de présenter ça comme une preuve de sa loyauté. Elle a dit que le mensonge de Marc prouvait qu'elle était prête à tout sacrifier pour quelqu'un qu'elle aimait. J'ai failli recracher mon café. Je lui ai demandé direct. Si t'es si loyal, pourquoi t'as pas montré cette loyauté à ton mari? Pourquoi t'as pas au moins vérifié l'histoire de Marc? Ses dossiers médicaux, parlé à ses médecins. Elle s'est mise sur la défensive, disant qu'elle n'arrivait pas à croire que je remette encore en question ses intentions après tout ça. Puis elle a dit que peut-être tout ça était censé arriver, que le mensonge de Marc était la façon dont l'univers nous montrait à quel point notre amour était fort, qu'on pouvait repartir de zéro. Plus fort après cette épreuve. J'ai pété un câble à ce moment-là. Je lui ai dit que notre mariage n'était pas un test cosmique, que le vrai amour ne signifie pas abandonner son conjoint pour son ex, que la loyauté n'est pas quelque chose qu'on montre seulement aux gens qui sont en train de mourir. Elle a essayé de prendre ma main sur la table. Sacré culot. J'ai retiré ma main et j'ai dit « Tu sais ce qui est le pire? Si Marc avait vraiment été mourant, tu serais encore avec lui en ce moment. Tu n'es là que parce que il s'est avéré être un menteur. Je suis toujours ton plan B. » Ça l'a touchée en plein cœur. Elle a commencé à faire ce truc où elle pleure mais essaie de le cacher en regardant le plafond. Elle faisait toujours ça pendant les films tristes aussi. Elle a dit que j'étais cruel. Je lui ai répondu que cruel. C'était quitter son mari de 3 mois pour son ex, sans même remettre son histoire en question. Puis elle a sorti l'artillerie lourde, parlant de thérapie de couple. Qu'elle passerait le reste de sa vie à se faire pardonner. Qu'elle prouverait qu'on pouvait lui faire confiance à nouveau. Elle a dit qu'elle avait toujours sa bague de mariage et qu'elle la portait parfois. Bizarre. Mais bon, vous savez ce que j'ai fait. J'ai ri, pas méchamment. Je ne pouvais pas m'en empêcher. Toute cette situation était tellement absurde, il y a 2 ans. Cette femme m'a détruit. Et maintenant, elle est là à penser qu'une thérapie de couple pourrait tout réparer. Je lui ai dit qu'elle avait besoin d'une thérapie individuelle bien plus que d'une thérapie de couple. Qu'elle devait comprendre pourquoi elle était si prête à jeter un mariage pour quelqu'un qui s'est avéré être un menteur pathologique. Qu'elle devait travailler sur elle-même avant d'essayer d'être avec quelqu'un. La conversation s'est terminée avec elle qui demandait s'il y avait une chance pour nous à l'avenir. J'ai dit « Émilie, le mec que tu as épousé est mort le jour où tu as choisi Marc. Je suis quelqu'un d'autre maintenant. » Puis je me suis levé et je suis parti. J'ai reçu un texto d'elle 1 heure plus tard,
disant qu'elle attendrait et éprouverait quelque chose d'une manière ou d'une autre. J'ai laissé ça en vue. Je suis rentré. J'ai fait un câlin à Max et j'ai commandé une pizza. Donc, ça fait environ 4 mois depuis l'explosion du scandale du faux cancer de Marc. Je commençais vraiment à me sentir bien dans ma vie. J'ai commencé à sortir avec une fille géniale. Amélie, une autre Amélie, pas la même, de ma salle de sport. Elle donne des cours de kickboxing le matin. On se voyait depuis quelques semaines. Rien de super sérieux encore, mais ça allait dans cette direction. Elle est complètement différente d'Émilie, franche, sans drame. Ne crois pas à toutes ces conneries sur l'univers qui a un plan. Puis hier est arrivé. J'étais chez moi en train de préparer le dîner. Amélie, la nouvelle, devait passer plus tard quand Émilie s'est pointée à ma porte. Je ne l'avais pas vue depuis notre confrontation au café. Elle avait l'air différente. Puis j'ai réalisé pourquoi. Elle était enceinte. Genre visiblement enceinte. Ma première pensée a été « Oh, Marc l'a mise enceinte avant de se barrer. » Mais non. La vie n'est pas si simple. Elle tenait une enveloppe, les mains tremblantes. Elle m'a dit qu'elle était enceinte de 14 semaines. J'ai fait le calcul dans ma tête. Juste avant que tout parte en vrille avec Marc, juste avant qu'elle parte. Les gars, c'est le mien. Elle avait déjà fait un test de paternité. Un de ces tests sanguins précoces, elle m'a montré les résultats sur place. Dans son négat. 9% de probabilité que je sois le père. Elle avait essayé de rassembler le courage de me le dire pendant des semaines. J'étais là, dans ma cuisine, tenant ces résultats de test, pendant que mon ex-femme enceinte pleurait devant moi, et ma nouvelle copine était en route pour dîner. J'avais l'impression d'avoir une expérience extracorporelle ou quelque chose comme ça. Émilie dit qu'elle l'a découvert juste après l'implosion avec Marc. Elle allait au rendez-vous chez le médecin seule, n'en avait parlé qu'à sa mère. Elle a dit qu'elle savait que ça compliquait tout, mais qu'elle pensait que j'avais le droit de savoir. Ce qui est tordu. Une partie de moi est en fait excitée. Genre j'ai toujours voulu être papa. Émilie et moi avions parlé d'avoir des enfants. Vous savez, quand on était vraiment mariés. Mais ensuite, je pense à tout ce qui s'est passé. À comment elle m'a quitté. À Amélie. Je n'ai pas encore parlé à Amélie. Émilie est partie il y a environ 1 heure. J'ai fini par envoyer un texto à Amélie, disant que j'étais malade et qu'on devait reporter le dîner. Je suis là, avec Max, à essayer de tout digérer. Comment on gère un truc pareil? Évidemment, je vais être impliqué dans la vie de mon enfant. Ça ne se discute même pas. Mais coparenter avec quelqu'un qui vous a abandonné pour son ex qui faisait semblant de mourir. Ça va être intéressant. Et puis il y a Amélie. Comment vous dites à quelqu'un que vous venez de commencer à fréquenter que votre ex-femme, qui vous a quitté pour son ex mourant, est enceinte de votre enfant? Ça semble trop lourd à balancer si tôt. Émilie veut parler des choses, dit que peut-être c'est un signe qu'on devrait réessayer. Qu'un bébé change tout. Mais est-ce que ça change vraiment? Est-ce que ça change le fait qu'elle m'a quitté pour son ex sans réfléchir? Est-ce que ça change qu'elle n'est revenue que parce qu'il s'est avéré être un menteur? Ma tête tourne. Max n'arrête pas de m'apporter ses jouets, comme s'il savait que je panique. Bon chienne. Franchement, je ne sais pas quoi faire. Une partie de moi veut être excitée à l'idée de devenir papa. Une partie de moi est terrifiée à l'idée de devoir gérer Émilie pendant les 18 prochaines années et plus, et une partie de moi se sent coupable pour Amélie, qui n'a pas signé pour tout ce drame. Alors, vous feriez quoi? Les gars, sérieusement, comment vous coparentez avec quelqu'un qui a brisé votre confiance comme ça? Comment vous dites à votre nouvelle copine que, surprise, vous allez être papa avec votre ex? Comment vous vous assurez d'être là pour votre enfant sans vous laisser entraîner dans le drame d'Émilie?